Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct à Curitiba, au Brésil, au sud de Rio, pour l'ouverture de la saison de WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme. Dans un instant, en compagnie de Pierre-Henri Raffanel, eh bien, nous allons vivre au rythme du warm-up, la dernière séance de répétition, le dernier galop d'entraînement avant les courses qui auront lieu cet après-midi et ce soir. 16h45 pour le premier rendez-vous, 19h45 pour la deuxième course qui sera à vivre en direct sur l'antenne d'Eurosport. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors Pierre-Henri, on a vécu hier une exceptionnelle et surprenante séance de qualification dans un tout nouveau format avec ce principe de Q1 et de Q2 comme on le vit en Formule 1 depuis quelques saisons. Un tout nouveau format qui nous a réservé quand même une énorme surprise. On pensait que ça pouvait changer les choses, d'autant que le règlement technique a évolué. Eh bien, on a assisté néanmoins à une très large domination de Seat, le champion du monde en titre. Oui, avec effectivement une pole position, comme ici même l'année dernière pour Yvan Muller, le Français, le champion du monde en titre, mais parfaitement encadré. 5 Seat aux 5 premières places. Elles ont véritablement monopolisé cette séance de qualification en 2 parties. Il y a eu encore de la stratégie d'équipe. On a vu souvent des Seat s'élancer en ordre serré, 2, 3, 4 et même 5 voitures, alors que du côté de chez BMW, on était plutôt, on se la jouait un petit peu perso. On a vu Jörg Müller tout seul, Farfus tout seul, et on n'a pratiquement pas aperçu Andy Priaulx. Et du coup, 2 des BMW officiels n'ont même pas franchi le cut de la Q1 pour accéder à la deuxième partie de qualification qui permet aux 10 meilleurs de l'ensemble de la première partie de la séance, eh bien, de se retrouver et de se disputer donc la pole position. Ça a laissé des traces puisque sur le carreau on a retrouvé Alessandro Zanardi et Sergio Hernandez, les 2 pilotes du team officiel BMW Italie-Espagne. Oui, il y a eu aussi une petite surprise, mais ça en sera de même tout au long de la séance, de la saison, puisqu'il n'y a que 10 places dans cette deuxième séance de qualification. Et bien entendu, dans les voitures d'usine, il y a bien plus que ça. Oui, il y a 13 voitures d'usine sans compter les Lada officiels aussi, mais qui pour le moment viennent un petit peu en deuxième rideau, hein, puisque évidemment on va devoir travailler beaucoup du côté du constructeur russe pour mettre au point une voiture qui sera totalement fiable et surtout compétitive par rapport à tous les habitués de ce championnat du monde des voitures de tourisme que sont les BMW, les Seat, les Chevrolet bien sûr. Seat avec un Yvan Muller donc qui a été brillant hier. On parlait d'ailleurs du casque d'Yvan. Bon, on a la petite réponse, hein. C'est vrai que Justine, la compagne d'Yvan, nous a expliqué que pour le moment, eh bien, le casque officiel ou définitif d'Yvan n'était pas encore homologué. Il l'attendait pour le moment, donc il a un casque d'attente, ce qui explique qu'on ne l'a pas vu avec ses couleurs traditionnelles. Oui, mais ça va lui donner aussi des idées, ça va l'aider peut-être aussi à réfléchir, parce que vous savez que les pilotes sont souvent superstitieux. Quand ça fonctionne avec quelque chose, on ose ne pas changer. Donc ce casque aux couleurs noires, pour l'instant, réussit parfaitement aux Français. C'était quoi votre superstition à vous, Pierre-Henri, dès que ça marchait bien? Il fallait pas avoir de verre, donc de la tête aux pieds, un caleçon vert n'existait pas, des chaussettes vertes, on n'en parle pas. Et dès qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, une petite manie, une petite habitude, un petit gris-gris, on essayait de le conserver jusqu'à la prochaine hécatombe. Et puis là, on se disait, bon, visiblement, ça ne fonctionne pas si bien que cela, et il vaut mieux en chercher un autre. C'est de là que date votre caleçon rouge alors? Voilà, je n'ai plus jamais changé depuis 2000. Allez. Les Chevrolet également, c'est une des nouveautés de cette édition 2009 du championnat du monde des voitures de tourisme. Les Chevrolet qui ont opté, vous le savez désormais, pour ce tout nouveau modèle qui est arrivé sur le marché, la Chevrolet Cruze, voiture très élégante d'ailleurs au demeurant. Et alors que là on est passé sur les Lada rouges de Jaap van Hagen en l'occurrence, mais les Chevrolet, ce sont les voitures bleues que vous reverrez très rapidement. Ces Chevrolet ont été là finalement où on les attendait. On craignait un petit peu que développement d'une nouvelle voiture oblige, elles soient un petit peu en retrait. Et bien finalement, Alain Menu a vraiment tenu la dragée haute dans cette première séance de qualification. Oui, très présent lors de la Q1, un petit peu plus en retrait lors de la Q2, mais néanmoins Chevrolet place 2 voitures dans le top 10. Seul Rob Huff, le 3e du championnat de l'année 2008, sera resté sur le carreau, visiblement très gêné pendant ces séances-là, Q1 et Q2. Q1 notamment, il n'a pas pu réaliser de tour clair. Il est resté aux portes de la Q2. Et du coup, Rob Huff qui ne s'élancera aujourd'hui qu'en 13e position sur la grille de départ à 16h45 lors de la première course
de cette année 2009. Déjà, on a hâte d'y être, hein, parce que vraiment, ce championnat s'annonce tout à fait fabuleux. Je vous le disais, parmi les autres nouveautés du championnat, il y aura la première course en Afrique aussi. Ce sera à Marrakech le premier week-end du mois de mai. Ce sera vraiment une grande première, hein, dans les rues de la Cité Rouge. Ce sera un grand moment de bonheur, et puis ce sera aussi une belle reconnaissance pour l'Afrique, qui veut de plus en plus être un acteur majeur du sport, tout sport confondu, et du sport mécanique également en particulier. Et puis il y aura aussi le retour cette saison, puisque l'on parle de calendrier, le retour d'un autre circuit urbain, un tracé qui avait été très spectaculaire il y a 2 saisons. C'était Porto au Portugal. Vous savez qu'on a opté pour un système de switch, une année sur 2, d'alternance. Merci Pierre-Henri. D'alternance, une année sur 2 effectivement. On passe de Porto à Estoril, et donc cette année ce sera le retour sur le tracé urbain de Porto, et on se souvient que les courses y avaient été vraiment très disputées et très belles. Cette fois-ci, je crois qu'il y a un Thiago Montero qui sera très motivé, puisque vous le savez, il est natif de Porto, même si l'an dernier il s'est imposé à Estoril pour le plus grand bonheur des supporters portugais. Visiblement, Jacques, on n'amuse pas le terrain sur cette séance de warm-up. On a vu une Seat, me semble-t-il, celle d'Yvan Muller, court-circuiter légèrement la chicane au bout de la ligne droite. On a vu des BMW à la limite des bordures, avec de la poussière qui s'échappe lors de chaque passage. Les temps réalisés pour l'instant par Jörg Müller. Jörg Müller, le pilote allemand de chez BMW, qui est le plus proche en termes de menaces en qualification pour les Seat. Jörg Müller étant 1,24,8. On est à 5/10 de la pole réalisée par Yvan Muller. Donc vous voyez qu'on prend quand même pas mal de risques ce matin. Jörg Müller, effectivement, premier temps provisoire devant les autres pilotes BMW. Ce n'est pas très étonnant d'ailleurs, hein. Ce sont les BM qui sont finalement passés un petit peu à côté ou au travers de cette première séance d'essai, en tous les cas qui sont certainement déçus par le premier résultat. Elles n'occupent que les 6e, 7e et 10e places. Et donc c'est pour ça qu'elles sont en train d'attaquer, de se pousser un petit peu à la limite, probablement de voir jusqu'où elles peuvent aller, ce qu'elles ont dans le ventre, et puis essayer peut-être encore, pourquoi pas, d'améliorer quelques réglages. Oui, et puis on a surtout vu que cette séance nouveau format avec une Q1 et une Q2 était vraiment changé totalement la stratégie. On a beaucoup moins de temps pour peaufiner ces réglages. Il faut être présent dans la Q1 pour pouvoir rester dans les 10 derniers. Dans la Q2, on a pratiquement 1 ou 2 tentatives pour réaliser un temps qui vous donne la position sur la grille. Des stratégies différentes. Chez Seat, on est sorti très tôt. On a fait plusieurs tours. Du côté de chez BMW, on ne sait pas si c'était parce qu'ils étaient résignés ou parce qu'ils souhaitaient conserver des pneumatiques pour les 2 courses d'aujourd'hui. Mais moins de tentatives chez BMW. Il y a encore des surprises. Il y a encore des inconnus. La course 1 répondra à toutes ces inconnus. C'est la 3e année, et même la 4e désormais, la 4e année, hein, que l'on vient ici sur ce circuit de Curitiba. Est-ce que les pilotes qui sont là depuis le début ont encore des choses à apprendre du circuit, du franchissement de tel ou tel virage? Pierre-Henri, est-ce que 3 ou 4 ans après avoir fréquenté pour la première fois, on apprend encore à passer mieux certains endroits? Oui, je crois qu'on apprend surtout les endroits où il ne faut pas commettre d'erreurs. On a une expérience plus forte parce que effectivement on a couru ici, donc ce n'est pas juste faire des essais. On a fait des courses de 14 tours, donc on sait comment le comportement de sa voiture va évoluer au fur et à mesure de ces 14 tours. Donc ça vous donne des directions de réglage, et puis on sait aussi qu'à certains endroits on peut se louper. On l'a vu notamment au bout de la ligne droite, au niveau du freinage. Si on se loupe un petit peu, on peut court-circuiter la chicane, il n'y a pas trop de risques. Et puis il y a des virages où il ne faut absolument pas commettre d'erreurs, notamment le dernière grande courbe, la courbe de Vitoria. On se rappelle d'un Alain Menu qui avait percuté de manière hyper violente ce rail-là lors des premières années. On y est. On a vu que hier un pilote BMW s'est fait aussi surprendre, Boardman me semble-t-il. Christian Poulsen. Poulsen s'est fait surprendre dans ce virage-là. Donc pour les plus expérimentés, on connaît la limite à ne pas dépasser. Allez, pour le moment, en tous les cas, effectivement, il n'y a pas eu d'incident. Alors évidemment, il y en a rarement, voire quasiment jamais dans les séances de warm-up, hein, parce qu'on y va quand même avec un petit peu plus de précaution. Mais ça arrive, hein, ça arrive néanmoins, justement, que lorsque l'on est à la recherche du meilleur réglage possible en vue de la course, et bien que quelques-uns, parfois peut-être un peu moins expérimentés ou moins concentrés, se laissent aller à commettre bien l'irréparable. Et voilà Alain Menu, le Suisse, au volant de la nouvelle Cruze.
Voiture qui en est encore en phase de développement, un développement perturbé cet hiver par le mauvais temps. Donc du côté de chez Chevrolet, on n'a pas pu emmagasiner toutes les informations nécessaires, mais on a vu que la voiture était en progression, une voiture plus importante, plus large, 20 cm pratiquement au niveau de la face avant, donc des contraintes aérodynamiques différentes, et il va falloir continuer à apprivoiser cette voiture pour venir faire comme ils avaient fait avec la Lacetti. On vous rappellera 13 victoires pour Chevrolet. 34 podiums, je crois, effectivement, dans l'histoire de la Lacetti. Lacetti, donc un beau palmarès dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. Et la barre est élevée pour la Cruze. Pour une voiture pour laquelle finalement on n'aurait pas parié grand-chose. Lorsqu'elle est arrivée, on se disait un petit peu, oh là, Chevrolet arrive, débarque sur un circuit qui est quand même plutôt européen, même si ça se veut désormais un championnat tout à fait mondial. Mais enfin, on n'imaginait pas que Chevrolet puisse évoluer et progresser aussi vite sous l'influence de Ray Mallock et bien sûr des équipes d'Éric Neve. Allez, on va marquer, si vous le voulez bien, une très courte pause et se retrouver bien sûr en direct pour la suite de ce warm-up. Encore pratiquement 5 minutes dans cette séance de warm-up, toujours dominée pour le moment par l'Allemand Jörg Müller. 8e chrono pour Gabriele Tarquini. Pour l'instant, il est dans une tentative pour améliorer ce chrono. On vous le rappelle, ces chronos pour le moment, donc une espèce d'importance anecdotique. Enfin voilà, c'est révélateur de voir quand même que du côté de chez BMW, on essaye de s'employer pour aller chercher les meilleurs chronos possibles et probablement aussi se rassurer en vue de la course qui aura lieu tout à l'heure à 16h45 avec Tarquini qui se loupe ici au freinage. Ouais, visiblement, Yvan Muller s'était loupé tout à l'heure dans ce virage-là. Donc quelques difficultés à l'issue de cette longue ligne droite avec ce freinage appuyé et cette chicane avec changement d'appui. Et attention, Pierre-Henri, tout à l'heure, il y aura 26 voitures qui arriveront côte à côte et cul à cul quasiment à cet endroit-là avec un freinage appuyé. Ça va être, on se rappelle que dans ce virage-là, il y avait eu pas mal de dégâts l'année dernière. Donc on sait que c'est large, il y a de la place pour éventuellement se louper, mais il ne faut pas quand même essayer d'embarquer les petits copains au passage. Ceci dit, l'avantage une nouvelle fois pour Seat, ce sera d'avoir pu faire un double rideau en tête de la grille de départ. Tout en haut de la grille de départ avec 5 voitures qui occuperont les 5 premières places. Ça veut dire que en partant et en jouant un petit peu des épaules, on peut complètement empêcher les adversaires de s'infiltrer, de s'engouffrer et faire un premier rideau de protection pour éviter d'être tamponné au freinage. Oui, Gabriele Tarquini surpris, on revoit ce ralenti, donc peut-être une voiture un petit peu instable au freinage, l'arrière qui a tendance peut-être à se dérober au lieu d'insister. On sait qu'on peut laisser tirer tout droit sans créer trop de dommages sur sa Seat. Chose intéressante, Jacques, et j'attends avec impatience cette première course, c'est qu'on a vu effectivement des Seat qui avaient dominé cette séance de qualification. Néanmoins, l'écart est très faible. On vous rappellera qu'entre le premier et le 10e, il y avait seulement 4 dixièmes d'écart. Pierre-Henri, je vous interromps simplement parce que cette image elle est aussi significative. Gabriele Tarquini et Yvan Muller étaient en train sur la grille de départ de passer probablement aux environs des fameux 80 km/h qui est la vitesse à laquelle on demande aux hommes de tête d'arriver sur la grille, enfin sur la ligne de départ pour donner ce départ qui sera lancé, vous le savez, dans la première course. Donc ils étaient vraiment en train de revoir leur gamme, voir exactement le rapport certainement à choisir. Voilà, le rapport à choisir et surtout voir quel va être le point de freinage. Forcément un point de freinage comme ils vont arriver beaucoup moins vite, un point de freinage qui va être retardé. Jusqu'où va-t-il être retardé? Toute la question est là et les pilotes sont en train d'essayer de se préparer à ce départ lancé qui va suivre pour la course numéro 1. Et donc ça c'est particulièrement important dans le chef d'Yvan Muller, de Gabriele Tarquini aussi, qui seront premiers et troisième sur la grille de départ. Les autres après finalement ils doivent un petit peu se focaliser sur ce qui se passe devant effectivement et essayer d'adapter leur freinage en fonction du point de freinage des autres pour le premier tour en tous les cas. Les Seat qui ont monopolisé ces premières lignes de la séance de qualification, mais des Seat qui ont subi quelques restrictions au niveau performance depuis la saison dernière. Une pression de suralimentation limitée à 2,5 bars, un restricteur d'air qui a diminué d'1 millimètre. Néanmoins, quasiment 20 chevaux ont disparu de la belle Seat Diesel. Alors peut-être qu'en séance de qualification, avec une monte de pneumatiques neuve,
en jouant sur la caractéristique de grippe de la voiture, on arrive à s'en sortir. Néanmoins, en course l'année dernière, quand les pneus se dégradaient, il restait toujours ce qui était l'avantage de la SEAT, c'est-à-dire le couple et la puissance et la vitesse de pointe. Cela a été réduit. Peut-être que les courses vont être plus compliquées pour les SEAT. Ouais, plus difficile à gérer peut-être. Vous disiez 20 chevaux de perdus. Chez SEAT, on dit même jusqu'à 30. Oui, bon, je pense qu'ils ont tendance, il vaut mieux pour eux au niveau politique à avoir tendance à augmenter ce handicap de poids en disant, vous voyez, on a perdu 30 chevaux et n'en rajoutez pas. Ouais, exact. On verra d'ailleurs si les décisions du bureau seront confirmées dans les prochaines semaines. S'ils ont perdu réellement 30 chevaux et qu'ils arrivent à continuer à faire des pole positions, c'est que il fallait effectivement qu'il y ait une petite modification au niveau réglementaire. On peut imaginer que le tracé de Curitiba est un tracé qui leur convient bien aussi. Qui leur convient bien. Sur la saison passée, on se rappellera qu'Yvan Muller avait fait la pole, avait remporté la première course. Gabriele Tarquini, lui, s'était imposé lors de la deuxième course. Donc un circuit qui convient récemment bien au SEAT. Et puis le prochain tracé, on rappelle, ce sera en altitude sur le circuit de Puebla au Mexique dans 15 jours. Et là aussi, on peut imaginer que l'altitude aidant, évidemment, les SEAT seront particulièrement, avec un moteur turbo compressé, seront particulièrement à l'aise. Oui, je crois que ça va être l'objectif de SEAT lors de ces deux premières épreuves, celle de Curitiba et celle de Puebla, d'emmagasiner un maximum de points, sachant que dès la troisième épreuve, celle de Marrakech, il va y avoir cette fameuse compensation de poids qui sera là pour, on va dire, aider les constructeurs et non plus les pilotes. Les constructeurs qui n'auront pas été aussi performants, si l'écart en temps est significatif, il sera quantifié, analysé aussi bien pendant les séances de qualification que pendant les courses 1 et 2. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être l'avantage pris par un constructeur lors de ces deux premières épreuves sera diminué. Ouais, ce sera un petit peu un système un peu complexe, pas véritablement facile à comprendre et à expliquer, mais enfin on tâchera évidemment de faire le maximum pour cela. Regardez quelle est belle cette image depuis le feu stop de la voiture de, me semble-t-il, d'Andy Priault. On voit son coéquipier chez BMW, Jörg Müller, s'est lancé. Et regardez justement d'ailleurs la BMW, si on avait pu rester sur cette image, sur la gauche de votre image, elle est en train elle aussi de passer sur cette ligne d'arrivée à environ 80 km/h, histoire de trouver là aussi le bon repère, le repère idéal pour pouvoir être le plus performant, efficace possible lors du départ tout à l'heure, le départ lancé de la première course. Voilà, la séance de warm-up Pierre-Henri vient de s'achever. On va en tirer quelques conclusions avec le meilleur chrono réussi par la BMW de Jörg Müller devant celle de Farfus et d'Andy Priault. 3 BMW aux 3 premières places. La première SEAT est 4e et c'est de nouveau Yvan Muller. Décidément notre Français, il est en forme en ce moment. 4e chrono à 3 dixièmes de seconde. Probablement qu'on ne s'est pas donné tous les moyens ou que l'on n'a pas tout tenté pour aller chercher le dernier petit dixième de seconde dans ces tours de warm-up. À la 13e place, on voit qu'il y a Alain Menu. Et puis, est-ce que Roboff s'est rassuré un petit peu, le Britannique de chez Chevrolet? Oui, il est 11e désormais. Il a amélioré sa performance de 2 positions. En revanche, Nicolas Larini, seulement 16e. Voilà, du côté de chez Chevrolet, visiblement, on n'a pas cherché à être le plus performant possible. Côté indépendant, Stefano D'Aste est 12e. On se retrouve dans un instant. De retour à Curitiba avec le meilleur temps réalisé pendant cette séance de warm-up par Muller, suivi par Farfus et Andy Priault. Donc indication, les BMW ont eu tendance à pointer leur museau blanc ce matin. Est-ce que c'est un signe adressé au SEAT? Yvan Muller sera vigilant, il occupe la 4e position. Mais les écarts sont extrêmement faibles et les courses devraient être disputées. Oui, ça c'est une évidence. Mais Pierre-Henri, on disait tout à l'heure que c'était peut-être un circuit qui convenait bien au SEAT. C'est un circuit qui convient aussi bien au BMW dans tous les cas. On le rappelle, pour le moment, il y a match nul. Équité parfaite entre les deux constructeurs. 3 victoires pour SEAT, dont les 2 dernières. 3 victoires pour BMW avec Andy Priault en 2006 et puis Jörg Müller et Augusto Farfus pour un doublé historique chez Schnitzer en 2007. Oui, ce circuit est un circuit peu abrasif, donc les pneumatiques souffrent énormément. On sait que les SEAT à motorisation diesel sont plus lourdes, ont plus de poids sur le train avant et donc c'est un petit peu un problème pour la motricité, pour le sous-virage. Ils auront probablement
adapter des réglages différenciés, peut-être partir avec un petit peu de survirage en début de course pour pouvoir, à l'issue des 14 tours, avoir une voiture neutre. Tout cela à suivre. Allez, on va aller tendre notre micro dans les stands à Yvan Muller. Ah non, à York, pardon, York Muller, son homonyme allemand, celui-là. Alors, que pensez-vous qu'il sera possible de faire dans la course pour vous, en partant depuis la 6e place? Visiblement, ils sont beaucoup plus rapides que nous. J'ai essayé de suivre les Seat pendant les séances de qualification, mais même dans la ligne droite, ils s'échappent. Je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire que vous allez déjà vous tourner vers les espoirs dans la course 2? Non, je crois que quelque chose doit être fait sur la réglementation. Je dois bien entendu essayer de marquer un maximum de points. J'ai une très bonne voiture, mais je vais faire seulement ce que je peux faire. Donc visiblement, on ne sait pas si on est dans de la politique parce qu'on sait que c'est un jeu qu'il faut pratiquer dans ce championnat du monde de voitures de tourisme comme dans tous les championnats. Mais visiblement, du côté de chez BMW, on n'est pas encore satisfait de la réglementation. Pourtant, les Seat ont été plus contraignantes pour Seat. Hein, pour l'instant, la réglementation est plus contraignante pour Seat. On vous l'a dit, diminué la pression du turbo, on leur a diminué les entrées d'air, donc 20 chevaux d'échappée. Et on a considéré que la BMW est une voiture qui a été homologuée seulement depuis 2006. Donc c'est entre guillemets une vieille voiture avec peu d'évolution. Et donc on leur a donné déjà 15 kg au niveau du poids de faveur. Une petite compensation de poids, donc ça joue théoriquement dans le sens de BMW. Oui, donc il va peut-être pas falloir non plus charger la mule, comme on dirait du côté de chez Seat. Évidemment, du côté de chez BMW, on aura l'impression que ce ne sera peut-être pas suffisant. C'est un petit peu ce qui se passe aussi, vous le savez, dans le championnat du monde endurance, hein, dans le championnat d'endurance. Avec Alain Menu. Que pensez-vous des performances de vos crews ici? On a fait les temps qu'on devait faire. Je crois que les temps du warm-up sont plus réalistes de ce que l'on peut faire. Ceci dit, pour vous, vous partez dans le top 10. Quels sont vos espoirs? Vous avez bien entendu, je vais essayer de terminer dans les 8 premiers pour essayer de marquer quelques points. Mais ça va être très difficile pour moi de garder Andy Priaulx derrière moi. Je crois que notre rythme de course risque de ne pas être aussi rapide que l'on l'espère, mais on va se battre pour ça. Voilà, un petit peu désabusé Alain Menu ce matin. Oui, bon, enfin, il savait également, hein, Eric Neve nous avait évidemment confié, lorsque les voitures allaient s'envoler il y a quelques jours, qu'on n'attendait pas non plus d'énormes performances pour les 2 premières courses. Si on pouvait déjà rentrer dans les points, ce serait déjà très bien. Il y a encore besoin de développement technique, de développement aérodynamique. Il y a besoin de connaître encore mieux cette voiture et de la développer. Donc on compte beaucoup sur le retour en Europe ou du moins à Marrakech pour pouvoir effectuer tous ces essais supplémentaires et pour avoir une Chevrolet Cruze qui sera véritablement compétitive à partir probablement du 3e rendez-vous et plus tard dans la saison. Allez, on va se quitter. Pierre-Henri, on se retrouve à partir de 16h45 sur l'antenne d'Eurosport 2 pour vivre la première des 2 courses en direct à 19h45 sur Eurosport pour la deuxième. À tout à l'heure. Au revoir.